Diplômé en quoi? C'était quoi tes études? Du coup, tu te prédestinais à faire ce que tu fais aujourd'hui? L'idée ne m'a pas traversé l'esprit. J'ai pas eu le temps d'y penser en tout cas. J'ai mis genre 40% de mise de fonds, j'avais économisé comme... J'ai fait tout ce qu'il fallait pas comme erreur. Le bâtiment, je l'ai acheté à 517 500 pour être précis. 6 ans plus tard, il valait 1 100 000. Et quand tu vois ça, tu te dis, OK, attends. Tu viens de me dire qu'en 6 ans, je viens de faire un demi-million. Bienvenue dans VRV Story, Uriel. Merci Lionel, Je suis merci pour content de te l'invitation. recevoir. Je suis content de Merci. te recevoir. On est content parce que on sait que tu as traversé l'Atlantique pour venir nous voir. Yes, sir. Exactement. Et tu vas nous raconter un peu ton parcours. Comme je dis souvent en début de podcast, si vous voulez qu'on avance, que la chaîne progresse, likez, partagez, abonnez-vous, laissez des commentaires. On va répondre à tous les commentaires. Donc, vraiment, laissez des commentaires. Comme je vous l'ai dit, on reçoit Uriel aujourd'hui dans le podcast, format VRV Story, dans des nouveaux décors. Donc voilà, on est aussi content de te recevoir parce que ton projet, il va au-delà des frontières. On en parlera et tu vas nous expliquer comment tu en es arrivé aujourd'hui où tu en es et le beau parcours qu'on va essayer de mettre en valeur ensemble. Alors, ce qu'on va commencer, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux te présenter pour notre audience, quelques mots, et qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes activités, tes business? Et Lionel, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour le format. Donc, succinctement, qui je suis Uriel Bigot. Je suis originaire du Bénin. Je suis un développeur immobilier. Ok. J'ai aussi une autre activité où je suis dans le transactionnel, donc dans la vente de biens immobiliers, aussi dans l'éducation, donc dans le coaching en immobilier. J'ai un parcours assez simple. Donc, je suis passé par la France avant d'aller au Canada depuis 2012. Qu'est-ce que je peux te dire sur moi? Ingénieur de formation, pas du tout Ok. prédestiné dans ce domaine-là. Ingénieur de Mais on va formation. rentrer sur le détail. T'inquiète pas, on va rentrer dans les Excellent. détails. Donc, du coup, ton activité, c'est Développeur immobilier. Donc, ce que développeur je immobilier. fais pour simplifier, du matchmaking entre ceux qui ont des capitaux, de l'argent à investir et des projets immobiliers. Très bien. On appelle ça de la syndication. Donc, je réunis les fonds, je réunis les projets et je donne du rendement à mes investisseurs. Magnifique, magnifique. Écoute, merci. Tu vas nous expliquer tout ça. Tu as commencé à déjà lâcher quelques mots qui sont pas dans le vocabulaire qu'on emploie souvent en France. On va rentrer dans le vif du sujet. Mm. Moi, ce que je veux savoir, c'était qui Uriel quand il était petit, quand il était enfant. Il était quel type d'élève? Mm. Un élève plutôt studieux, dissipé. Il était qui dans sa fratrie? Est-ce qu'il se pensait plus tard, mais tu nous as déjà dit quelques éléments dans l'investissement immobilier, même dans le business tout court. Mm. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments? Une enfance assez simple. J'ai grandi au Bénin. Ok. Ensuite, mes parents ont immigré en Belgique où est-ce qu'ils ont fait leurs études en médecine. Puis Ok. on est revenu ensuite au Bénin. Donc j'ai fini pas mal mon cursus primaire et secondaire au Bénin. Ok. Pour me décrire, je te dirais que j'étais très bon académiquement, Ok. mais je me faisais constamment punir. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas suivre les règles. J'étais ce qu'on appelle un élève indiscipliné. J'ai encore le Ok. souvenir d'une fois où est-ce que on avait fait un devoir de maths et je devais avoir à peu près 20 sur 20. J'avais pas mal tout bien fait dans l'exercice. Et mon professeur m'a mis un 19,50 parce que j'étais pourri en français. Donc, tout ce qui est faute d'orthographe, c'est ma spécialité. T'es pas le seul, Et, t'inquiète. et il m'a dit, Uriel, c'est ce qui te sauve. Parce que j'étais vraiment ce qu'ils appelaient un enfant indiscipliné, beaucoup d'énergie, très dur de me canaliser, parce que j'avais constamment besoin de consommer, d'apprendre, de bouger. Et donc, ça me créait beaucoup de problèmes, on va dire, d'un point de vue discipline. J'étais souvent convoqué, j'étais souvent renvoyé aussi. Ok. Et ce qui faisait que, ultimement, on me gardait dans l'école, c'est parce que j'avais des bons résultats scolaires. Donc, je dirais que le côté académique m'a vraiment sauvé. Sinon, Et j'aurais donc, déjà du coup, décroché depuis la longtemps. primaire, t'as fait de l'école, du coup, au Bénin, en Belgique. J'ai Après, fait... t'es revenu, du coup, au Bénin. Tes frères et sœurs, ils étaient bons plutôt scolairement Bah, ou t'étais celui qui sortait un peu du lot? Non, un grand frère qui était très bon aussi académiquement. Ok. Nos parents ont toujours beaucoup insisté sur le fait d'être bon académiquement. Ok. Donc, j'avais un tuteur qui venait le mercredi pour les maths, un tuteur qui venait le jeudi pour la physique, un tuteur qui venait le vendredi Ah pour ouais. l'anglais. Ah ouais. Très Ah jeune, oui. mes parents ont toujours compris que pour eux, c'était important qu'on soit bon académiquement. D'accord. Et ultimement, ce qui ressort de là, c'est une capacité à apprendre,
à se forcer à se dire, j'ai un examen, je le prépare. À se dire que je dois acquérir une connaissance, comment je structure ma pensée, comment je structure mes révisions pour pouvoir rendre derrière un exercice de la bonne manière. Et ça a été un élément qui, même encore aujourd'hui, me sert énormément. Mais ouais, j'ai toujours eu un frère qui était bon aussi. On était tous les deux très bons, mais parce que très jeunes, nos parents voulaient qu'on soit bon académiquement. Donc, j'ai fait mon primaire au Bénin, j'ai fait mon secondaire au Bénin, j'ai eu mon bac au Bénin, bac C avec mention très bien. Puis après, je suis parti, justement, je suis venu en France, où j'ai étudié en école d'ingénieur à Troyes, à 1h30 de Paris, université de technologie. Les 2 premières années, j'ai rien foutu, j'ai que des bonnes notes, parce que forcément, quand tu viens d'une éducation à l'africaine, où est-ce qu'on on met vraiment l'accent sur l'académique, quand tu arrives ici en prépa, c'est facile, quoi. Donc, j'étais plus souvent en boîte de nuit qu'en classe, mais j'avais quand même de bonnes notes. Et encore, à nouveau, c'est ce qui m'a sauvé, parce que j'étais souvent absent en cours. Puis après ça, j'ai eu mon diplôme, puis j'ai commencé à travailler à Paris tranquillement. Donc du coup, tu rentres dans la vie active, diplômé en quoi? C'était quoi tes études? Du coup, tu te prédestinais à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, mes études, c'est un mix. Donc, j'ai fait mes études en partie à Troyes, comme je te l'ai dit là. J'ai fait mes études aussi aux États-Unis. J'ai fait 1 an en Californie. Excuse-nous. Et j'ai fait 6 mois en Chine. Ah ouais? Ouais. Et en gros, j'ai un master en technologie de l'information avec une spécialisation en télécommunication. Ok. Quand j'ai fini mes études, la dernière année, on devait trouver un stage de fin d'études. Et je me souviens, il y avait une foire où est-ce que plusieurs entreprises sont venues à l'université pour présenter ce qu'ils faisaient. J'ai fait le tour de toutes les boîtes. Et il y en a une, je me suis dit, mais jamais je vais aller là-bas. Je ne comprends même pas ce qu'ils font, ces gens-là. Ils font du conseil. C'est quoi le conseil? Mais quand tu es issu de l'immigration et que tu dois renouveler tes papiers et que personne ne te répond quand tu postules et que la seule boîte qui te répond, c'est celle où tu ne voulais pas aller, bah tu y vas. Tu y vas. Je suis allé à l'entretien d'embauche. Je suis arrivé en retard. Costume mal ajusté. Toi aussi, la là. base. Je ne connaissais pas la région parisienne. Mais j'ai toujours eu une force, c'est que quand je suis en Afrique, on dit que j'ai un gros cœur. Je suis capable de, même quand je me suis dans une situation où est-ce que je suis en défaveur ou j'ai peur, bah, je compense en étant extrêmement confiant. Ok. Je suis arrivé en entretien en disant à la recruteuse, pourquoi est-ce que je devrais travailler pour vous? D'accord. Et là, ça l'a un peu désastré. Du culot. Ah bah oui. Et là, elle n'avait pas l'habitude de ce genre d'entretien. Finalement, j'ai eu le stage de fin d'études. J'ai bossé pour eux, Solucom, très bonne boîte. Elle s'appelle Wavecom aujourd'hui. J'ai bossé de 2008 jusqu'à 2012 pour eux à la Défense. Très belle expérience. Et après, j'ai immigré au Canada, grosso modo. Qu'est-ce qui fait que tu immigres au Canada? Qu'est-ce qui fait que tu bouges? T'étais comment sur Paris? T'étais plutôt studieux, bosseur, ou t'étais... écoute, qu'est-ce que t'as découvert? Parce que du coup, avec ton parcours, t'as appris quoi un peu des endroits où t'as évolué? Paris, c'était assez difficile pour moi initialement. Parce que quand je suis arrivé, stage de fin d'études, je suis arrivé à Paris, je n'avais pas de logement. Je n'ai pas de famille en France. Donc, je n'ai pas de garant. Et comme un con, je pensais qu'en postulant à des offres de logement sur PAP, que j'allais trouver un logement. Tu arrives, il y a 50 personnes qui font la queue. Tu as un dossier qui est pourri. Tu as beau avoir un emploi, tu es en stage. Tu as un salaire qui est décent, mais qui n'est pas extraordinaire. Et tu n'as pas de garant. Donc, trouver le logement, c'était pratiquement impossible. J'ai dormi... Et t'es noir. Ça compte. J'ai dormi chez un pote en sous-location en Gain-les-Bains. Ça va, ton pote aussi, ça va quand même. Non, je m'en souviendrai toujours. C'était une sous-location de sous-location. Hector, si tu regardes cette vidéo, je m'en serais toujours reconnaissant, même si après on s'est pris la tête parce que je ne comprenais pas pourquoi il me demandait de payer un loyer, ce qui est logique quand tu dors chez quelqu'un. Mais bref. Après ça, j'ai foyer de jeunes travailleurs à Suresnes, 4 rue Pierre-Dupont. Après, Crous de Saint-Cloud. Après, j'ai eu une période un peu plus difficile où est-ce que je ne trouvais toujours pas de logement. Je continuais à postuler. Et donc, j'ai eu 3 semaines assez spéciales. La première, je retournais à Troyes pour dormir chez mes potes qui étaient des promotions avant moi. Et je prenais toujours le train de 6h02. Pourquoi? Parce que celui de 6h47, il y avait les contrôleurs. Forcément, on ne voulait pas payer. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que mes potes, eux, ils étaient encore à l'université. Et donc, on faisait la fête jusqu'à 2-3 heures du matin.
Pour ceux qui ont connu la période universitaire, tu vois le vin mousseux qui est en bas à Lidl ou bien, c'est celui qui donne les maux de tête, là. Le Paul Rémy. Ouais, exactement. On se tabassait là-dessus, le lendemain, grosse cuite, maux de tête. T'inquiète, même ceux qui n'allaient pas à l'université, c'était tabassé dessus. Il fallait prendre le train ensuite à 6h02, arriver à Paris. Je fais ça pendant une semaine, mais c'était assez compliqué. Après, j'ai eu une autre semaine où est-ce que j'ai dormi un peu à gauche, à droite, j'ai dormi dans le métro. C'était assez complexe pour moi. Chaud, ok. Ouais. Puis après ça, j'ai... Et du coup, pendant ces moments-là, est-ce que moi, je t'interromps, tu t'es pas dit, vas-y, je lâche tout, je rentre au Bénin, ou je rentre à Troyes, j'essaie de voir autre chose. Pourquoi tu persistes à rester à Paris? Parce que j'ai un stage de fin d'études et que ce stage-là est nécessaire pour avoir derrière le titre de séjour et que je commençais à beaucoup aimer ce que je faisais aussi. J'avais une belle ambiance, un bon maître de stage, Cyril Romano, si tu regardes ses vidéos. Et ensuite aussi, il y avait une bonne team. J'avais des potes, des collègues de boulot, ça se passait bien. Puis ça n'a jamais été une question réellement pour moi de me dire est-ce que j'arrête ou pas. Ok. L'idée ne m'a pas traversé l'esprit. Je n'ai pas eu le temps d'y penser en tout cas. Et moi, je ne le voyais pas comme une galère, mais juste comme une étape, ultimement. Appelle ça des loulous, appelle ça... Je ne l'ai pas vécu comme ça, en fait, comme étant... parce que par le passé, j'avais déjà galéré. Quand tu es étudiant, si tu n'as pas connu les agios quand tu es étudiant, c'est que tu n'as pas été étudiant. Tu vois. Fin du mois, il n'y a pas une étude dans le compte bancaire. Le premier du mois, tu reçois je travaillais au McDo. Tu reçois ta paye. Tu payes ton loyer. Je payais 300 € à l'époque quand j'étais à Troyes. Tu payes ton pass de bus. Il était à 56 € à l'époque. Une fois que tu as tout payé, tu n'as plus rien. Il ne te reste plus rien. Il ne te reste plus rien. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description, retour à la vidéo. Moi, j'interviens dans des écoles de commerce et malheureusement, j'ai des jeunes qui ont des situations très compliquées où ils se retrouvent avec des fois des patrons, parce qu'ils sont en alternance, qui ne payent pas à temps leur salaire et du coup, les mettent dans des décalages de trésor ou encore même des patrons qui ne les payent pas. J'ai eu un jeune là, 3 mois, il n'a pas été payé par son patron. Et donc effectivement, pareil, immigrés qui viennent d'arriver, ça fait 2 ans qu'ils sont en France, avec des parents qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, c'est complexe. Et donc toi, tu te retrouves dans cette situation et tu te dis... Quand tu as connu ça, j'allais dans le Lavandou pendant les vacances d'été pour aller travailler dans un restaurant avec Kassem et Zoubida qui nous payaient à peine, mais qui nous donnaient de quoi coûter un boulot d'été. On dormait sur la plage avec mes potes, on dormait derrière les... Sur la plage, au fait, tu as toujours des machines qui viennent nettoyer le sable le matin. Okay. Et notre hantise, c'était de nous faire happer par ces machines le matin. Quand tu as connu ça derrière, ultimement, traîner dans le métro, pas savoir où dormir, c'est pas si difficile que ça, finalement. Et la semaine la plus difficile, c'était les 2 dernières semaines qui ont suivi. Je dormais au travail. Et pour moi, c'est génial parce que tu es le premier à arriver, tu es le dernier à partir. Okay. Tu es le premier à arriver parce que tu as dormi sur place, tu es le dernier à partir parce que tu attends que tous tes potes partent avant de pouvoir sortir ta couchette. Tu es au chaud. C'était dans la Tour Franklin à la Défense. J'étais au 17e étage et j'allais me laver au 21e étage. J'avais des douches, c'était propre. Honnêtement, je le vivais pas mal. Mais ce que ça a permis pour moi, ça m'a permis de comprendre l'importance d'avoir un logement, en fait. Et on en parlera tout à l'heure. La raison pour laquelle je suis dans l'immobilier, c'est à cause de ça. Quand tu as des galères comme ça, tu te dis que ton argent n'est peut-être pas assez bon pour qu'on te loue un logement, mais il sera assez bon pour qu'on te vende un logement. Et c'est un peu cette rage-là qui a fait que j'ai commencé à me lancer dans l'immobilier, acheter des propriétés, puis le reste, c'est de l'histoire ancienne, quoi. Ok. Donc ça a été quand même un moteur, du coup. Ah ouais. Un moteur pour te pousser encore dans tes retranchements, d'en faire mieux, d'être une meilleure version de toi-même. Tu pars au Canada? Pourquoi? Why? Avec ma conjointe à l'époque, on était ici, je vivais à Joinville-le-Pont, donc je t'ai parlé de Paris, les galères de logement. Après ça, il y a eu la phase un peu plus stable, parce que j'ai fini par trouver un logement à Joinville-le-Pont. Tu bossais dans quoi à l'époque? Toujours à la Défense, j'étais consultant en informatique pour Wavestone. Bon, ça s'appelait Solucom à l'époque. Très belle boîte, des bâtards au niveau de l'augmentation, mais ça, c'est pas grave. Non, mais superbe expérience.
Pour moi, c'est ma deuxième université. C'est ma deuxième école où j'ai appris le métier du conseil, comment comprendre les besoins d'un client, comment proposer des solutions, comment définir un plan stratégique pour amener une entreprise d'un point A à un point B. Ça m'a énormément servi par la suite. Donc, j'ai adoré l'expérience. Je t'interromps sur ça, parce que souvent on entend sur les réseaux sociaux, on entend sur Internet, un peu partout, qu'il faut se lancer, il faut se lancer. Ce qui est intéressant dans ton propos, c'est que tu expliques que finalement, ton expérience de salarié t'a permis d'acquérir des bases, et tu l'as même dit, c'est ta deuxième école. Et je trouve que c'est important de l'entendre dire que, en fait, on peut devenir le meilleur entrepreneur, mais si on sait, en tout cas moi je le pense, si on sait même pas c'est quoi être un salarié, c'est compliqué de gérer des salariés, tu vois. Voici, d'après moi, le plus gros mensonge qu'on a sur Internet. C'est de penser que l'entrepreneuriat, c'est la chose ultime qu'il faut faire et qu'il faut se lancer n'importe comment. Je pense foncièrement que mon expérience en tant que consultant, en tant que salarié, m'a préparé à être un bon entrepreneur. Ok. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais j'ai beaucoup de simplicité à régler des problèmes, ce qui est le propre de l'entrepreneur, parce que c'est ce que j'ai appris à l'école, parce que c'est ce que j'ai appris dans le monde de l'entreprise. Et quand tu travailles pour quelqu'un, ça te donne un cadre de sécurité dans lequel tu peux prendre le temps de développer certains mécanismes qui sont indispensables dans le monde de l'entreprise, quand tu lances ton entreprise. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai des employés où est-ce que Jonathan, mon gestionnaire de marketing, il n'a jamais travaillé dans le monde du travail. Il ne va jamais y travailler parce que depuis qu'il bosse avec moi, il ira par ailleurs. Mais ce que je vois qui lui manque, c'est cette discipline, cette expérience, cette façon de rendre des livrables à temps, de respecter des engagements qu'il a acquis avec le temps, hein, mais qu'il n'avait pas parce qu'il n'est pas passé par la case « je travaille dans une boîte où est-ce que j'ai des livrables à rendre, j'ai une date à respecter, j'ai un niveau d'exigence de qualité à respecter ». Pour moi, c'est la meilleure école pour l'entrepreneuriat, c'est de travailler pour quelqu'un. Et je pense que c'est d'ailleurs l'un des problèmes chez la jeunesse aujourd'hui. Tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde veut faire de l'argent rapidement. Et le conseil que je donnerais à tous les jeunes qui veulent se lancer, va travailler pour quelqu'un. Tu veux devenir un bon entrepreneur, trouve quelqu'un qui fait ce que tu veux faire, qui est 10 fois plus avancé que toi et va lui offrir ton temps. Parce que tu n'as pas d'argent à lui offrir, va bosser pour lui gratuitement, respire comme il respire. Quand il se lève le matin, il met le pied gauche en premier, mets le pied gauche en premier. Aspire tout ce que tu peux aspirer de ce qu'il est. Tout ce que tu peux apprendre de lui, tout ce que tu peux comprendre. Et pas selon ce qui est logique. Même ce qui est illogique, fais-le. Parce que en étant, tu vas avoir, en fait. C'est aussi simple. Bien sûr. Et ça, aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas l'entendre. Ils veulent juste scaler. Le mot à la mode, c'est scaler. Mais commence déjà par bâtir. Et pour bâtir, il faut savoir. Et pour savoir, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut regarder ceux qui l'ont déjà fait. Ah, merci, je suis entièrement d'accord avec ça. Ok, magnifique. Du coup, vous êtes à Joinville-le-Pont, tu bosses. Ouais. Comment tu traverses l'Atlantique là? Qu'est-ce qui se passe? Avec ma conjointe, on décide de fonder une famille et on ne se voit pas élever des enfants à Paris. On trouve que c'est petit, les espaces sont petits. On dit, écoute, personnellement, je dis toujours, je ne suis pas parti de la France, je suis parti de Paris. Ok. Donc, je me suis dit... Entièrement d'accord avec toi. Paris n'est pas la France. Exactement. En tant que Parisien, la région parisienne, c'est pas la France. Soit on va en banlieue, soit on va en province, ou on va à l'étranger. Ouais. La province, on s'est dit, on pourrait toujours y aller plus tard quand on serait vieux. Okay. Tentons l'aventure de l'étranger. Ayant étudié aux États-Unis, j'aime beaucoup la mentalité un peu genre go-getter. On y va, on se lance, go. On va dire que le taux de mortalité des Noirs aux États-Unis est un peu élevé. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas là où j'ai envie d'aller pour créer une famille. Et j'avais de la famille au Canada. On s'est dit avec ma conjointe, allons-y. Okay. On va venir en vacances. On est venu en vacances. Elle bossait à la Sogé. Ici, ils avaient une antenne là-bas. Elle allait dire bonjour à ses collègues. Ils lui ont offert un boulot. On s'est dit, qu'est-ce qu'on a à perdre? L'un de nous a un boulot. Démissionnons. 6 mois plus tard, on était au Canada. Lourd. Ouais. Bravo à vous. Honnêtement, on a eu la voie royale parce que l'un de nous avait un emploi. Donc, on est parti. On n'est pas parti à l'aventure sans savoir. On avait un peu d'économie, mais on avait au moins cette base-là que l'un d'entre nous avait un emploi. Et donc, on s'est dit, on a une opportunité. Et de la famille, un peu de famille aussi. Donc, c'est comme ça qu'on est parti au Canada. Mais vous partez pas là-bas en vous disant, il y a une opportunité business ou on va lancer un business. Tu pars pas dans l'état d'esprit en mode entrepreneur. Tu pars vraiment en disant, je vais vivre en aventure, je vais être salarié, je vais faire des choses, entre guillemets, classiques. Je dirais qu'à cette époque-là, je ne savais même pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. J'avais essayé des choses quand j'étais plus jeune. J'ai acheté des chaussures que je revendais à l'époque. C'était la Flight Posite. C'était les premières Kobe qu'on achetait. Okay. Mais
J'achetais des habits que je revendais, mais je n'avais pas encore la fibre. Par Hmm. contre, il y a une chose donc, que je savais déjà à l'époque, c'est que je ne voulais pas avoir le même chemin que tout le monde. Ok. Je ne voulais pas avoir des contraintes. Pour moi, la valeur la plus importante pour moi, c'est la liberté. Et c'est un mot qui est très galvaudé sur Internet. On parle de liberté, liberté financière. Mais pour moi, la liberté, c'est, si je dois le définir, c'est faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. C'est beau. Et ça, pour moi, c'est ça. C'est la ligne directrice qui me drive dans ma vie, au fait. Hmm. Et je suis arrivé au Canada. 2-3 mois après, j'avais un boulot. Je suis entré dans le marché du travail. Et le vrai déclic a été quand j'ai reçu, au bout de 3 ans, une lettre des rentes du Québec, donc l'équivalent de l'organisme Ok. qui gère les retraites, où est-ce qu'il disait, Monsieur Bigot, après avoir travaillé 3 ans dans ce pays, voici ce que vous allez toucher à la retraite si vous partez aujourd'hui. 137 dollars. C'est En gros, comment tu me ça? ponctionnes 30% de mon salaire chaque mois pour supposément me le redonner plus tard. Et voici seulement ce que je veux avoir. Et là, c'était genre, non, il faut que je trouve une alternative, il faut que je trouve Ok. une solution. Puis c'est passé d'autres choses aussi après par rapport à l'immobilier qui ont fait que je me suis dit, il faut que je me lance là-dedans, quoi. Ok. Tu te lances parce que tu te sens capable ou tu te dis c'est parce que tu n'as pas le choix? Mm. Un mix des deux. Donc, comment je me suis lancé? À un moment, on vivait dans un logement, ma conjointe et moi, qui nous coûtait 1500 dollars par mois Où ça au Canada? à Montréal. À Montréal. Montréal, pas loin du métro Joliette. Ok. Petite référence à la personne qui se reconnaîtra. Et je fais les calculs et je trouve qu'en achetant un immeuble de rapport, donc un bâtiment, on appelle ça un duplex de 2 logements, je vais payer à peu près en crédit à la banque, après avoir remboursé la banque, après avoir payé les taxes. Ça va me coûter à peu près la même chose que ce que je paie en loyer aujourd'hui. T'as quel âge à cette époque-là? C'est en 2016, donc j'ai 31 ans. Ok. Ouais. Et je n'ai aucune connaissance de comment ça fonctionne. J'avais déjà acheté de l'immobilier ici en France, mais de la mauvaise manière. J'ai acheté mon premier appartement à Cergy-le-Haut. Pourquoi Cergy-le-Haut? Parce que c'est au bout de la ligne du RER A et donc j'avais la garantie d'avoir une place assise en prenant le RER le matin. J'ai choisi la localisation purement pour une raison de pouvoir m'asseoir dans le RER en sentant qu'il n'y a pas d'expertise là-dedans. J'ai mis genre 40% de mise de fonds, j'avais économisé comme un bâtard. Bref, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas comme erreur. Mais là, je me suis dit, je vais aller me chercher de la connaissance. Je vais aller Ok. comprendre comment ça fonctionne. Et on en parlera tout à l'heure, mais le système financier nord-américain, parce que je parle nord-américain, donc au Canada comme aux US, c'est de la folie. Quand je dis c'est de la folie, quand tu comprends comment ça fonctionne financièrement, tu ne voudras plus jamais investir ailleurs. T'es en train de me faire... Ah mais on finit Avant- l'interview, tu vas Un déposer ta demande pour immigrer au Canada. Non, puis je prends J'ai l'audience un à cousin à témoin. moi qui est là-bas en plus. Je prends Là. l'audience à témoin. Tous ceux à qui je prends le temps d'expliquer comment ça fonctionne, Tu vas nous expliquer le ça. lendemain, ils me disent, OK, où est-ce que je signe? Et, Ok. et donc, à ce moment-là, je n'ai pas assez de connaissances, mais je sens le besoin de me former, de ne pas juste me lancer à tout hasard. Donc, j'adore lire, donc je commence à bouffer des bouquins. Et l'élément qui revient souvent dans ces livres-là, c'est de dire, trouve-toi un réseau, trouve-toi des gens qui l'ont déjà fait, entoure-toi de mentors. Ok. Et donc, je commence à participer à des événements de réseautage où tu Ok. vas rencontrer des gens. Et là, t'es salarié. Hein. On est Je suis d'accord? salarié. T'es salarié et tu te dis, pour commencer, il faut que je crée du réseau. Il faut que je crée du réseau, il faut que je parle à des gens qui l'ont déjà fait, il faut que j'aille chercher de la connaissance. Je ne vais pas me lancer vraiment n'importe comment. Et là, je vais à un événement réseautage un jour, un mardi, au centre-ville de Montréal, et je rencontre un gars qui s'appelle Antoine. Et au cours de la conversation, il me dit comme ça qu'il a 300 logements. Et je me dis, attends, j'ai du mal à en acheter un. Le mec, il en a 300. Il doit savoir quelque chose que je ne sais pas. Et je pense que peu importe l'âge, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton âge, peu importe ton pédigré, il faut avoir l'humilité d'écouter ceux qui ont fait plus que toi. Bien sûr. Parce que ça ne sert à rien de réinventer la roue. C'est tellement important. c'est L'innovation tellement important. n'existe pas, en fait. Tout ce qu'on fait, c'est juste repackager quelque chose qui existait déjà. C'est tellement important de se dire qu'à un moment, son ego, il faut le mettre de côté. Et se remettre en question, c'est primordial finalement pour avancer dans ces projets. C'est l'analogie du verre que tu gardes vide pour pouvoir recevoir. Si tu penses qu'il est plein, tu ne peux pas recevoir de l'eau en plus. Et donc, en parlant avec lui, il m'explique sa stratégie qui s'appelle, on appelle ça OPM, donc en anglais, c'est Other People Money. Ça consiste à aller constamment chercher de l'argent ailleurs que dans ta poche. Parce que nous, on nous a enseigné que la façon d'acheter de l'immobilier, c'est d'épargner. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir de l'apport, il faut avoir de la mise de fonds. Attends.
Mais c'est pas nécessaire en vrai, en fait. Et il m'explique ses stratégies. Moi, si tu as fait plus que moi, tu as ce que je veux avoir, tu es crédible, j'écoute. Et derrière, j'ai un tableau dans mon bureau, c'est 3 mots que je me répète tous les matins quand je me lève. Execute, execute, execute. Quand je vois quelque chose et que je sais que c'est le bon chemin, je ne me pose pas de questions. Je ne donne pas le temps à mon cerveau de commencer à sortir des excuses, à être paralysé par l'analyse. Je fais. Et après, on va s'ajuster, on se lance. J'ai exécuté ce qu'il m'a partagé comme stratégie. Dans la foulée, j'ai acheté mon premier immeuble de rapport. Écoute bien. 25 000 d'apport qui ne venaient même pas de ma poche. Le bâtiment, je l'ai acheté à 517 500 pour être précis. 6 ans plus tard, il valait 1,1 million. OK. Et quand tu vois ça, tu te dis, OK, attends. Tu viens de me dire qu'en 6 ans, je viens de faire un demi-million en payant un loyer comme tout le monde. Et c'est pas vrai que je continue à aller travailler de 9 à 5. Là. Il y a quelque chose qui se passe ici. Okay. Et là, je me suis lancé dans une quête pour vraiment comprendre le système financier, comment ça fonctionne, comment être en mesure de constamment avoir accès à du capital pour acheter encore et encore et encore. Et je te dirais que dans la foulée, j'ai monté un petit empire grâce à ça. Quoi. Et tu as lâché ton taf dans la foulée. Comment tu as fait pour la transition entre les deux? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer? Voilà. J'ai fait, et c'est ce que j'explique à mes clients qui me disent qu'ils veulent quitter leur emploi, je leur dis toujours, arrive à faire 2 ou 3 fois d'affilée une transaction où tu génères ton salaire annuel en une transaction. Donc, à l'époque, je crois que je devais être à 75 000, puis après, je suis passé dans une autre boîte, j'étais à 100, 120, et après, je suis passé consultant et j'étais à 200, 250. Oh, t'étais déjà très haut, là. Ouais. Honnêtement, si tu prends le temps d'investir en toi, de te former, même dans la sphère professionnelle, tu peux progresser financièrement assez bien. J'avais une vie assez rangée. Tu sais, je n'étais pas dans le manque, je n'étais pas dans le besoin, mais il n'y avait pas cette liberté. C'est de pouvoir... Je suis arrivé ici samedi dernier, je repars demain. Je n'ai pas eu à demander de permission avant de partir. J'ai fait un post récemment sur mon Instagram où je dis, tu sais que tu es un entrepreneur quand tu ne sais pas c'est quand la dernière fois que tu as mis un out of the office. Ça n'existe pas chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas. Bravo. Et à ce moment-là, j'étais à 250. J'ai fait une transaction où est-ce qu'en 8 mois, j'ai fait 250 000. Et je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui... C'est pas vrai que je vais continuer à aller travailler tous les jours quand je peux faire ça. Okay. Et après, je suis parti dans une quête de juste accumuler de la connaissance, parler aux bonnes personnes, me former comme il faut. Puis après, on a enchaîné les transactions. Quoi. OK. Tu passes à fond dans... tu te mets à fond dans l'immobilier. Tu vas seul, tu vas avec madame, tu vas avec des associés, tu vas avec qui? Ouais, première transaction, là, un immeuble de rapport de 2 logements, je l'ai fait avec ma conjointe, résidence principale, je vivais en bas, le haut était loué. On a injecté, elle et moi, un 40K dans le sous-sol. On a créé un logement additionnel. Donc, on est passé d'un immeuble de rapport de 2 logements à 3 logements. Okay. La valeur a explosé. On s'en est servi pour acheter derrière un immeuble de rapport de 3 logements. Après, un immeuble de rapport de 4 logements. On s'en est servi. Vous l'avez revendu? Non, c'est ça la beauté du modèle. Donc, en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, tu es en mesure de réemprunter sur la valeur de ta propriété. Exemple concret, j'achète une propriété à 500 000. D'accord? J'ai compris, mais vas-y, continue. Non, mais c'est ce qu'on appelle communément ici un prêt lombard. Mais c'est la base, c'est le standard. Okay. Donc, j'achète une propriété à 500 000. Je vais donner les chiffres. Je l'achète à 500 000, je mets 25 000 de mise de fonds, 25 000 d'apport. Ouais. Au bout de 2-3 ans, la propriété, elle vaut maintenant 800 000. Je suis en mesure d'aller voir une nouvelle banque et de dire à la nouvelle banque, ma propriété vaut 800 000, fais-moi un prêt équivalent à 80% de la nouvelle valeur. Donc, 80% de 800 000, 160, ça fait 640 000. Supposons qu'à ce moment-là, je ne devais plus que 400 000 à la première banque. La deuxième banque me donne un prêt de 640. Elle rembourse la première. Et la différence entre le 400 000 que je devais initialement et ce qui est au-dessus, c'est un chèque qu'on me donne. Je prends ce chèque-là comme apport et je continue d'acheter. C'est totalement dingue ce que tu viens de nous raconter. Et du coup... En gros, j'ai constamment accès à de l'argent. En moyenne, les propriétés locatives au Canada ont pris 50 000 chaque année depuis 2016. Alors, t'imagines, j'ai acheté une propriété à 500, elle en vaut 1 million aujourd'hui. Je dois à peu près 400 000 dessus. J'ai accès à 400 000. C'est comme une carte de crédit à un taux très préférentiel de 3-4 % où j'ai accès à 400 000.
Et ce 400 000, je peux le prendre comme apport pour acheter d'autres propriétés. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'est juste payer mon crédit immobilier tous les mois et laisser le bâtiment s'apprécier. C'est ce qu'on appelle un refinancement ou encore un cash out refi. Je vais revoir la banque en lui disant reprête-moi de l'argent basé sur ce collatéral, basé sur la C'est très valeur de clair. cet actif. Mais du coup, il n'y a pas un souci pour les banques d'avoir des biens qui peuvent aussi se dégrader, qui peuvent aussi perdre de la valeur parce que mauvais entretien, parce que quartier qui se dégrade, parce que tu peux acheter dans un endroit où demain, il y a un point de deal qui se pointe juste en bas. Comment tu fais? Lionel, essaie d'aller voir la Société Générale et demande-lui de te prêter de l'argent pour acheter des actions de la Société Générale. Ils te diront non. Mais va les voir pour leur demander de te prêter de l'argent pour acheter un bâtiment. Si l'immeuble est rentable, ils vont te prêter de l'argent. On est d'accord. Parce que les banques considèrent que l'immobilier est quelque chose d'extrêmement sécuritaire et de tangible. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la meilleure classe d'actifs quand tu veux investir et protéger ton argent de l'inflation et aussi générer du rendement. C'est tellement fiable que les banques sont confiantes de te prêter de l'argent dessus et de te reprêter encore et encore. Il y a quelques conditions. Pourquoi 80%? Parce que la banque considère que si demain elle est amenée à brader le bien parce que tu ne t'en occupes pas, même en le bradant à 80%, elle va récupérer son investissement. Bien sûr. Deuxième condition, c'est que c'est des propriétés qui génèrent des revenus. C'est des immeubles de rapport. Donc, et ce que je veux dire là va en choquer beaucoup, mais quand tu comprends comment marche la dette, le levier, le crédit, tu comprends qu'on nous a menti pendant tout notre cursus scolaire. Le but d'une dette, ce n'est pas de la rembourser. Le but, la banque ne veut pas que tu la rembourses. Parce que la banque veut Elle veut que tu payes les intérêts. que tu payes tous les mois des intérêts Bien et le sûr. capital au fur et à mesure. Bien sûr. Du coup, elle n'a aucun intérêt à ce que tu soldes ta dette. Le problème dans nos cultures, et je parle particulièrement de ma culture francophone, chrétienne, ouais. catholique, la dette, c'est pas bien de s'endetter, il faut rapidement rembourser. Pourquoi? C'est écrit où que la ligne d'arrivée, c'est quand tu as entièrement remboursé ton crédit immobilier? C'est peut-être le cas en France. Mais si je te dis, Lionel, que tu as une propriété où est-ce que tous les 2-3 ans, tu peux revenir et réemprunter dessus, tout en respectant tes obligations vis-à-vis de la banque parce que c'est tes locataires qui remboursent la banque, et pouvoir tous les 2 ans ponctionner un 100 000 pour acheter autre chose, pour investir dans autre chose, pourquoi tu te dépêcherais de rembourser cette propriété? Pourquoi tu tuerais la poule aux œufs d'or? Et c'est cette compréhension du système financier que les gens ne comprennent pas. Quand Mais tu comprends ça, c'est le système financier de l'Amérique du Nord. l'Amérique du Nord. Parce que en Europe, en tout cas en France, ce que je sais, c'est que quand tu as un bien et que ce bien, tu cherches du coup à acheter un autre bien et que ce bien prend ta capacité, entre guillemets, d'emprunt, on va te dire, vous avez une capacité d'endettement de 33%. Aujourd'hui, votre résidence principale, vous êtes déjà, je sais pas, à 25%, 29%. Vous n'avez pas assez pour racheter un nouveau bien. C'est ça en France. Et en plus de ça, si demain tu dis, écoute, j'ai réussi à mettre un locataire dans le bien et que ce locataire te paye, te court un loyer, il te paye ton crédit, en France, on va te dire, bon, on va pas le prendre en compte dans ta capacité d'endettement. Alors ça, c'est depuis peu. Et même avant, ils te disaient, ils te prenaient que 70%. Encore une fois, ça dépend avec quel type de banque tu fonctionnes. OK. Les banques grand public, c'est exactement ce qui va se passer. Mais une banque qui a l'habitude de travailler avec des investisseurs, même en France, va être ouverte à intégrer certains éléments dans le calcul de ta capacité d'emprunt. J'investis beaucoup moins en France aujourd'hui. Mais ce que je peux te dire sur le marché nord-américain, c'est que ta capacité d'emprunt n'est pas seulement ton revenu, mais aussi le revenu généré par les bâtiments. Et c'est pour ça que j'achète principalement des bâtiments locatifs. Et ces bâtiments-là, ma stratégie, c'est d'abord d'aller chercher du levier, donc ce que j'appelle du OPM, du Other People Money. Mais la première chose que je fais quand j'achète un bâtiment locatif, c'est de drastiquement en augmenter les revenus. Pourquoi j'en augmente les revenus? Parce que la valeur du bâtiment dépend des revenus. C'est un multiplicateur. Les gens pensent que l'immobilier, c'est des additions et des soustractions. Non, c'est des multiplications et c'est des divisions. Donc, j'augmente les revenus parce qu'en augmentant, je te donne un exemple concret. Le bâtiment génère 50 000 de revenus annuels, il vaut 500 000.
Si je suis en mesure d'amener les revenus à 70 000, de facto, mon bâtiment vaut 700 000. Et tu m'as compris où est-ce que je m'en vais avec Bien là. sûr, C'est bien que je sûr. retournais voir la banque en lui disant, reprête-moi de l'argent pour acheter encore plus. C'est pour ça que tu peux te monter des empires immobiliers parce que tu achètes constamment et tu n'es pas limité non seulement par l'apport, parce que tu le prends sur les biens d'avant, et tu n'es pas non plus limité par ta capacité d'emprunt parce que en ayant augmenté les revenus, je viens d'augmenter ma capacité d'emprunt. Tu vas créer de la valeur en optimisant ton bien, travaux, je suppose, embellissement. Tu vas peut-être ajouter même des services, peut-être dans le bien, pour que le bien puisse prendre de la valeur. Et ça peut avoir aussi un effet un peu vertueux sur le quartier, je suppose. Si tu as plusieurs bâtiments dans le quartier, ça peut avoir aussi un effet boule de neige. Du coup, c'est quoi la limite? Parce que quand je t'entends, je me dis, attends, tout le monde aurait pu le faire, ça. En Amérique du Nord, d'ailleurs. Il n'y a pas de limite. Au fait, le ciel n'est même pas la limite, au fait. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que la seule chose, il faut 3 choses pour acheter de l'immobilier. Il faut Ouais. du A, le B et le C. En fait, il faut 4, le D. Le A, c'est l'apport. Le B, c'est ce qu'on appelle ton bureau de crédit. C'est comme ton casier judiciaire financier. Ouais. Le C, c'est ta capacité d'emprunt. Le D, c'est le deal. L'apport, quand tu comprends ce que je viens de t'expliquer, tu y as constamment accès en réempruntant sur tes biens précédents. Ouais. Et quand la banque te reprête de l'argent, c'est parce qu'elle sait que tes revenus sont suffisants pour supporter la dette. Ce que j'expliquais tout à l'heure, une banque ne veut pas que tu la rembourses. Elle veut que tu sois en mesure. Je ne dois pas 1 million à une banque. Je dois 12 paiements à raison de 1 paiement tous les mois de $3 000 pendant 25 ans. Ce n'est pas la même chose. Totalement. Je ne me dis pas que je lui dois 1 million. Je lui dois 12 paiements pendant 25 ans d'un certain montant. Ça Parce que, change la perspective. en vérité, ce que tu donnes à la banque, ce sont les intérêts. L'autre partie, c'est un effort d'épargne. Qui est fait par mes locataires. C'est Par pour tes ça que je suis locataires. sur des bâtiments locatifs. Tiens, clairement En compris. réalité, pour moi, un bâtiment, c'est un distributeur de billets. Et je suis en mesure d'aller retirer de l'argent à la fréquence que je désire. Et donc, j'ai constamment accès à de l'argent. Mes locataires, en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils font l'épargne que je n'ai pas à faire. Et donc, j'ai constamment accès à cette épargne pour acheter autre chose. Donc, j'ai de l'apport. Je ne parlais pas du bureau de crédit. C'est simplement un casier judiciaire financier que les banques définissent pays par pays. Et le troisième élément, c'est la capacité d'emprunt. Mais sur ce genre de transaction, ce n'est même plus moi qu'on regarde. On regarde les actifs. immeubles, les actifs, les revenus. Donc, tu vois, si tu es en mesure d'avoir accès à des deals, de savoir comment chercher des opportunités, tu as des bâtiments que tu peux réutiliser pour avoir accès à de l'apport, tu as un bureau de crédit qui est décent et tu as une capacité d'emprunt qui est soutenue par tes revenus de tes différents bâtiments, tu n'as pas de limite en termes de ce que tu peux acheter. La question, ce n'est pas est-ce que tu vas acheter, c'est combien de fois tu vas acheter. C'est totalement fou ce que tu racontes. Par contre, il y en a certains, nous on est des entrepreneurs, donc la question du risque, chez nous, elle est presque, j'allais dire, naturelle. Voilà, on n'a pas de souci à ça. Par contre, il y en a beaucoup qui sont dans une situation où ils vont se dire, attention, je suis en train de m'endetter et donc je suis en train de, sur ma tête, mettre énormément de pression et ils vont le vivre comme ça aussi. S'il y a un pépin, s'il y a une galère, comment tu fais? Moi, mon but dans la vie, c'est d'être le plus endetté possible. J'aimerais arriver à un point où est-ce que j'ai 1 milliard de dettes. Et encore là, je pense que je suis conservateur. Mais quand je dis que je veux avoir 1 milliard de dettes, Lionel, c'est parce qu'en face, j'ai au moins 1,5 milliard d'actifs. Ok. Ce n'est pas de la dette de consommation, pour acheter une voiture ou pour partir en vacances. C'est ce que j'appelle du levier. Si je te dis que j'ai une machine dans laquelle tu es en mesure d'emprunter Mhm. 10 000 $, Mhm. 100 000 $, 1 million, à 5%, et que derrière, tu as la garantie de le placer, de faire 15%, est-ce que tu retires 10 000, 100 000 ou 1 million? Non, je suis d'accord avec toi. Non, il y a pas de débat. Non, non. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais, Ça demande 2 choses. De contrôler le risque, donc à combien bien tu sûr, empruntes, ouais. d'accord? Et donc, c'est des taux qui sont assez standards, 3-4%. Et ensuite, de contrôler, d'être sûr de faire le rendement. Right? Quand tu regardes le marché, tous les pays du G7, donc les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, je crois que c'est l'Angleterre sur les 20 dernières années, entre 2000 et 2020,
Ok. L'immobilier a pris en moyenne 98% en Angleterre et tous les autres pays sont en dessous, sauf le Canada, qui est à 168% de prise de valeur. Ok. Ce que je dis là, tu le trouveras sur Internet. On est dans un marché où est-ce qu'on avait toutes les conditions qui étaient réunies pour avoir une explosion des valeurs. C'est comme tout marché non régulé, c'est l'offre et la demande, right? Tu as une offre qui est faible et tu as une demande qui est extrêmement forte. Pourquoi est-ce qu'elle est forte? Des gens comme toi, des gens comme moi, quand on arrive dans un pays, on veut accéder à la propriété. Le Canada fait venir 1,5 million d'immigrants chaque année. Ces gens, il faut les loger quelque part. Fait venir. Ouais. Un demi-million. Là, Ok. ils ont réduit les chiffres, mais Ouais. sur les dernières années, c'était 1,5 million d'immigrés D'accord. chaque année. Donc le pays, en termes de développement économique, ils On a développent boomé, fortement. Ouais. parce déjà, il y a énormément de ressources. On a du pétrole, on a de l'énergie. Pour l'instant, vous êtes hydroélectrique. encore Canadien. Faites attention parce qu'il y en a un là qui Ouais. veut récupérer le pays. Ah, ça risque pas d'arriver, mais tu vois, cet élément démographique est important, parce que quand tu fais venir du monde, il faut les loger. Ok. Et c'est ce qui a poussé les prix vers le haut. Puis l'autre élément aussi, c'est dans ma stratégie d'investissement, je vais toujours rechercher ce qu'on va appeler des anomalies de marché. Je vais toujours rechercher des secteurs où est-ce que j'ai une confiance sur le marché. Je te donne un exemple. J'investis à Montréal. C'est une île. C'est vrai. À la fin de la journée, tu ne peux pas agrandir le territoire. Donc, tu as une offre qui est limitée. Et donc, du coup, si la demande est forte... Exactement. Donc, Alors, oui, il y a un risque, il faut le gérer. Est-ce qu'on n'est pas dans... Aussi, on peut pas être dans un effet de bulle, finalement? Parce qu'à un moment, il peut y avoir effectivement moins d'appétit à l'immobilier. On peut se retrouver avec des gens qui n'arrivent pas à rembourser leur crédit parce qu'ils ont fait des mauvais investissements et se retrouver dans une espèce d'explosion de la bulle. C'est pour ça que quand tu choisis une classe d'actifs pour investir, il y a toujours une notion de rendement et de risque. L'immobilier, historiquement, tu vas être entre du 4 à 8%, si tu es sur ce qu'on appelle du core, un investissement de type core, donc standard, institutionnel. Si tu es sur du core plus, tu vas être entre 8 à 12%. Quand tu vas maintenant aller sur ce qu'on appelle du value add, qui est ce que moi je fais, on va être plus peut-être sur du 12, monter jusqu'à 20%. Bon, mais c'est les standards. Hein. Et ça vient avec un élément de risque. D'accord? Tu ne peux pas avoir du rendement si tu n'as pas de risque. On est d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on est en mesure de mitiger le risque. Tu sais, une propriété aujourd'hui qui vaut 500 000, puis 5 ans plus tard, elle vaut 1 million et je vais faire un prêt dessus de 800 000. Effectivement, j'ai une dette de 800 000. Mais cette dette-là, elle est backée par des revenus locatifs. Et ces revenus locatifs, entre toi et moi, même si la bulle pète, comme on dit, tant que je n'ai pas vendu, je n'ai pas matérialisé ma perte. Mais bien sûr. Et donc, je garde la possession de l'actif. Et tant et aussi longtemps que j'ai des revenus qui rentrent, un flux de trésorerie qui sert justement on appelle ça le service de la dette, à être en mesure de rembourser tous les mois, je ne suis pas pris. Il y a deux éléments, et c'est comme en business. Hein. Il y a le but d'une business, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas de vivre, de grandir, c'est de survivre. Une business, c'est constamment de la survie, dans le sens où tu dois protéger ton cash flow, tu dois générer des revenus, tu es constamment en train de vouloir essayer de générer plus pour couvrir tes obligations. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas vendu, tu ne perds pas en immobilier. Donc, l'autre risque, donc même si ta valeur, il y a une déflation et ta valeur, elle est divisée par 2, elle ne s'est pas matérialisée parce que tu n'as pas encore vendu, bien sûr. Right? Et si tu suis ma philosophie, je ne vends jamais. Je réemprunte constamment. Très clair. Deuxième élément, c'est une chose que de ne pas avoir vendu, mais tu as des obligations. Et c'est pour ça que j'achète principalement des bâtiments locatifs, parce que sur un bâtiment locatif, je transfère la responsabilité du remboursement au locataire. Ce n'est pas une maison, un appartement de luxe en plein centre-ville où est-ce que s'il n'y a pas de star qui passe par là, je ne peux pas le louer. Je vise des appartements qui sont de bonne qualité, qui vont être plus vers le haut du marché pour aller chercher des loyers élevés, sans pour autant être extrêmement luxueux. Donc, j'ai une clientèle pour ce genre de biens-là. Dans un immeuble de rapport, si j'ai 7 logements, même s'il y en a un qui est vide, je ne le sens pas. OK. Tu vois? Versus acheter une maison, par exemple. Donc, sur le type d'investissement que je fais, quand j'ai un locataire qui part, je ne le sens pas, en fait. Personnellement, je ne gère plus mes logements aujourd'hui, j'ai des gestionnaires, mais... Ma collègue me posait une question, elle me disait, c'est quoi les conditions d'achat? Ah, c'est une bonne question. Donc, il y a différents types, on va dire, d'investissement.
Aujourd'hui, je fais plus de la... J'ai commencé comme tout le monde en achetant une petite propriété, un niveau de rapport. Ensuite, après, j'ai commencé à acheter des bâtiments de plus en plus gros, donc des 7, des 12, des 11 logements, des bâtiments de 11 logements, 12 logements. Et aujourd'hui, mon plus gros projet, c'est une tour de... Je construis un bâtiment de 315 logements. Waouh. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes conditions Là, tu es d'achat. un promoteur, là. Je suis un promoteur, oui. Ouais. C'est ce que j'appelle finalement un développeur immobilier, mais j'ai à la fois la casquette de celui qui me porte le projet, mais aussi celui qui structure le projet. Quand je te parle de syndication, donc toute la structuration financière, la levée de fonds, l'exécution, le deal en lui-même. Donc, tu vois, sur un bâtiment, un immeuble de rapport de 7 logements, les conditions d'achat ne sont pas les mêmes que sur un immeuble de rapport de 2 logements ou même sur un appartement ou une maison. Je parlais de ce qui va beaucoup concerner la plupart des gens. Donc, par exemple, le premier immeuble de rapport ou même la maison ou l'appartement. Ouais, le truc premier standard, le premier niveau. Il faut 3 choses. Premier investissement. Premier investissement, il faut 3 choses. Le A, donc l'apport, en général, c'est entre 5 et 10%. Ok. Tu as acheté un bien à 500 000, il te faut 25 000. Ensuite, et encore, il y a des stratégies pour même pas avoir à mettre ces 25 000. Mais bref. Ensuite, tu as le B. Le B, c'est juste ton casier judiciaire financier. On appelle ça un bureau de crédit. Tout le monde en a un. Si tu as de bonnes habitudes financières, il est bon par défaut. Et c'est juste une question de payer ces choses à temps, de toujours être à jour. Bonne gestion. Donc, ce n'est pas très complexe. Ouais. Et l'élément qui souvent est limitant, c'est le C, la capacité d'emprunt. Grosso modo, basé sur les taux qu'on a actuellement, si tu fais un salaire de 100 000, tu peux emprunter jusqu'à 400 000. Tu fais un salaire de 75 000, tu peux emprunter jusqu'à 300 000, à peu près x4, grosso modo. C'est les 3 éléments qu'il te faut pour acheter de l'immobilier au Canada. Et après, tu commences. OK. Maintenant, comment tu as structuré tout ça? Parce que là, tu nous parles d'un bâtiment de 300 appartements. Il y a qui avec toi? Comment tu as structuré? Parce qu'on parle d'une activité plutôt de, j'allais dire... alors, c'est pas vraiment marchand de biens, parce que du coup, les biens, tu les gardes. Donc, tu acquiers des biens et tu rachètes, tu développes ton patrimoine. Est-ce que tu as une équipe? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, j'ai ma business principale, j'ai 3 divisions. Donc, j'ai une partie où je suis plus dans l'éducation, comme j'en ai parlé tout à l'heure, où est-ce que je donne la connaissance. Tout ce que je te partage là, je le vulgarise. La deuxième, je suis plus dans la transaction, donc et d'accompagner les gens sur le terrain pour vraiment faire ces acquisitions-là. Et le troisième niveau, ce que j'appelle la syndication, c'est la business dans laquelle j'achète des biens, j'achète des terrains avec des que investisseurs. Je développe. Justement, je donnais l'exemple de ce dernier deal. Donc, c'est mon plus gros deal. C'est un terrain que j'ai trouvé qui était à 1,5 million. OK. Donc, avec mon partenaire, ce qu'on a fait, on a monté une team d'investisseurs qui sont des gens avec qui j'investissais déjà dans d'autres projets. On a levé 2 millions. Avec le 2 millions, on a acheté le terrain. Okay. On a mis un 500 000 dans les frais de développement, donc architecte, tout ce qui va avec. Okay. On est allé chercher une ligne de crédit auprès d'une banque de 1,5 million qui nous a permis justement de payer les plans, monter les plans, les soumettre à la ville, les faire approuver, payer le permis. Et aujourd'hui, ce terrain-là, il a été évalué aux dernières nouvelles à 7,8 millions. Donc là, j'ai aujourd'hui, quand je prends et le terrain et ce qui a été investi, j'ai une valo de 10 millions qui est dans une entreprise où j'ai des investisseurs auprès desquels j'ai levé 2 millions qui sont de différentes tailles. Hein. Donc, j'ai des tickets à 600 000, j'ai un ticket à 400 000, j'ai des tickets à 100 000. Et c'est des gens avec qui j'avais déjà fait des projets par le passé de plus petite ampleur. Et ça, c'est la structure aujourd'hui. Okay. Et la suite, pour moi, maintenant, c'est de lever un autre 10 millions pour monter le projet parce que je dois aller chercher à peu près 90 millions de prêts bancaires là-dessus. Il me faut un autre 10 millions pour compléter ma dernière round de financement finalement. Le tour de table. Et donc là, ça va être des investisseurs en général qui sont un peu extérieurs. C'est d'ailleurs pour ça que je suis à Paris aujourd'hui. Je suis venu rencontrer des différents investisseurs. Je pensais que c'était pour moi, pour mon podcast. Entre autres. Mais c'est ça la structure. Ça va être concrètement trouver une opportunité, structurer le deal et surtout être en mesure de voir ce que les autres ne voient pas afin de faire ce que les autres ne font pas afin d'avoir ce que les autres n'auront pas. C'est un peu mon mojo, c'est-à-dire ça va être un terrain vacant sur lequel il n'y a absolument rien, où est-ce que tout le monde voit une brousse, mais où est-ce que je sais que pour des raisons d'urbanisme, des raisons de changement de zonage dans la ville, il y a des choses qui se passent, la ville veut densifier, veut plus de logements, je sais qu'il y a une opportunité. Une belle opportunité. Alors, plusieurs questions qu'on me souffle depuis tout à l'heure, parce que là, pour les collègues de l'équipe qui sont là, tu donnes envie à beaucoup d'entre nous. Et
ça nous permet de se poser pas mal de questions par rapport à tes business. Je t'en fais 3 rapides. Premièrement, en termes d'impôts, comment c'est au Canada, Nord-Amérique? Est-ce que tu peux nous dire déjà parce que du coup, en France, quand tu fais de la plus-value, attention, on ne te loupe pas sur les impôts. C'est ce qui est beau parce que, juste sur la question des impôts, et encore une fois, je sais que ça. Ce que je m'apprête à dire là va en choquer beaucoup, mais je ne paye pas d'impôts. Lionel, je ne vends pas l'actif. D'accord, bah Je ne le vends pas. Oui, Donc, c'est de la dette. On ne peut pas c'est de la dette. t'imposer sur de la dette. On va pas m'imposer sur un crédit bancaire. Oui, mais du coup, de ça, il y a du cash flow qui sort. Ouais. Il y a du cash flow quand même sur tes... Ouais. Ouais. Le cash flow est imposé, mais personnellement, pour moi, le cash flow, je vois ça comme étant ce qu'on appelle une métrique défensive. C'est quelque chose que je laisse dans les business et je me sers pour entretenir le bâtiment, Ok. le maintenir en flow. Je ne vis pas du cash Du flow coup, de bâtiment. si je comprends, tu es millionnaire, mais vraiment en dette, en fait, finalement. Je t'ai dit tout à l'heure que je voulais avoir 1,5 milliard de Milliard, dettes. je sais. Tu commences à... T'inquiète. Mais l'idée, si tu veux, c'est que quand tu fais... Tant que la plus-value n'est pas réalisée, il n'y a pas d'imposition. D'accord. Et l'idée, pour moi, c'est de ne jamais réaliser cette bien sûr. plus-value. Parce que sûr. j'ai accès à une poule aux œufs d'or qui pond constamment. Pourquoi je vendrais la poule pour me faire imposer quand je peux simplement ramasser des œufs en or et constamment le faire? Maintenant, le jour où est-ce que je vais décéder, donc là, quand tu décèdes, tu es réputé avoir vendu l'actif. Mais là encore, il y a encore des stratégies où est-ce que j'ai des assurances-vie qui vont step in et vont payer toi à ma place. Donc, ce qui est puissant, c'est quand tu comprends le système financier, tu comprends mieux comment certaines fortunes sont de plus en plus riches. L'exemple que j'aime donner souvent aux gens, c'est Elon Musk, quand il voulait acheter Twitter. Le mec, il vaut 470 milliards. Twitter, il l'a acheté à 44 milliards. Il allait chercher 2 ou 3 tiers de dette pour l'acheter. Pourquoi il ne l'a pas payé cash? Qu'est-ce qu'il a fait à la place? Il allait prendre ses actions. Il a dit, voici mes actions. Faites-moi un prêt sur la valeur de mes actions. Le fameux crédit Lombard. C'est exactement ce que je fais avec les bâtiments. C'est un crédit Lombard. Et il a pris cet argent-là, il a acheté la compagnie avec. On appelle ça du levier parce que je préfère emprunter à 5% et faire 15% que de mettre tout mon cash directement. Il n'y a aucun intérêt. OK. OK, génial. Ta plus belle année, en termes, je ne sais pas si on peut appeler ça du chiffre d'affaires, c'est quoi avec du coup ton groupe? Donc, il va y avoir 2 éléments. Donc, je vais vraiment séparer les 3 activités. Donc, je te dirais que sur la partie, par exemple, éducation, business en ligne, la plus belle année, c'était l'année dernière. On était à 2M. OK. 1,9, 1,8, 1,9. Ah, c'est tes accompagnements, c'est Tout ce les qui est gens. accompagnement, OK. ouais. On est sur multiples Et secteurs. tu m'expliquais qu'en plus, cet accompagnement-là, tu le faisais au-delà du Canada. C'était en Europe, la diaspora, de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique. Puis, c'est même pas mon activité principale. Ma vision est la suivante, la manière dont je structure mes différents business. C'est que je veux pouvoir éduquer les gens sur comment investir. Ce que je te partage là, beaucoup de gens ne savent même pas que ça existe. Bien sûr. Des gens vivent depuis 10 ans, ils ne savent pas ça. Donc, on a tout un volet éducationnel où est-ce que justement on donne cette connaissance. Mais l'idée, c'est pas juste de donner de l'éducation. C'est de donner de l'éducation pour que les gens derrière, ils aillent faire des transactions. Transactions, j'ai ma licence du courtier immobilier, donc ce qu'on appellerait ici un agent d'immeuble. J'en fais très peu. Je suis beaucoup dans les références, donc j'envoie des clients à différentes personnes. Mais même encore là, ce n'est pas ça ma vision. Ma vision, c'est ces gens-là qui ont acheté de l'immobilier. Yep. Au bout d'un moment, ils vont avoir des bâtiments où est-ce qu'ils vont sortir un 100, un 200, un 300 000. Ils peuvent le réinvestir tout seul. Oui, ils vont dire, Uriel, tu n'aurais pas un projet où est-ce que je peux investir? C'est exactement ce qui s'est passé. Quand je te parle de lever 2 millions, c'est des gens que j'ai aidés à acheter leur propre propriété. Ils ont fait un refinancement. Ils avaient un 200, 300 000 à investir. Ils ont dit, Uriel, est-ce que je peux l'investir avec toi? Donc, dans la vie, tu as 2 choix. Soit tu vas à la montagne, soit tu fais venir la montagne à toi. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'avec les ambitions que j'ai en termes de projets immobiliers, je veux avoir constamment accès à des investisseurs qui sont prêts à investir dans ce genre de projet. Je vais pouvoir lever 10 millions, 20 millions, 30 millions. Je peux soit le faire en espérant que ça va tomber du ciel, ou sinon, je peux créer mes propres investisseurs. Comment je les crée? Je leur donne la bonne connaissance, la bonne éducation. Je les aide à faire leurs propres transactions. Et en faisant ça, j'ai de la confiance. Tu te fais une team, quoi. Une team. En gros, je suis en train de faire du farming. Je suis en train de créer mes propres investisseurs de demain. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils ont la bonne éducation. Donc, quand je vais leur dire, ça, il y a un risque, il y a un rendement, okay. Est-ce que tu es game? Est-ce qu'on y va? Ils vont dire oui parce qu'ils ont la même éducation que moi. Ils comprennent la notion de risque et de rendement. On en parlait tout à l'heure. Bien sûr. Deuxièmement,
vu que je les ai aidés à faire de l'argent pour eux-mêmes, la confiance s'est créée. Il n'y a rien de mieux pour que quelqu'un te donne un chèque de 500 000 que de l'avoir aidé lui à avoir fait 500 000. Tous mes investisseurs aujourd'hui, c'est des gens que j'ai aidés à faire du cash. Donc, j'ai des projets où j'ai fait des appels de fonds. Il n'y avait même pas de projet. Il n'y avait aucune question qui a été posée. Le virement a été fait le lendemain. Mais parce que j'ai un track record, parce que je les ai déjà aidés à faire du cash. Et donc, moi, l'idée, c'est ça. C'est leur donner la connaissance, les aider à faire du cash à travers leur propre projet. Et derrière, la question suivante va être de dire hey, moi, j'ai un très gros projet. Est-ce que tu embarques ou pas? Et là, il n'y aura aucune question. Et donc, le plus gros projet que tu nous as parlé tout à l'heure, c'est celui que tu es en train de Je lancer. te dis mon plus gros projet, mais c'est vrai et c'est faux parce que c'était mon plus gros projet, mais là, j'en ai un qui est encore plus gros. Okay. Où est-ce que justement, j'ai acheté plusieurs hectares en Côte d'Ivoire. Okay. Et là, l'idée, c'est carrément de construire une ville. Okay. Mais c'est encore en phase très préliminaire. Donc, je dirais, aujourd'hui, mon plus gros projet, c'est celui dont je te parle là, qui est le construire les 315 logements. Parce que ma vision, c'est ultimement d'être un peu un pont entre ce que j'appelle la diaspora et des projets. Donc, ce soit d'aider des gens comme toi en France ou des gens qui nous écoutent qui sont au Canada à investir au Canada, à avoir accès à leur propre banque. Parce qu'ultimement, quand tu détiens un bâtiment locatif, c'est une banque où tu peux retirer du cash. Bien sûr. Et qu'ils puissent prendre ce cash-là maintenant et venir l'investir dans des gros projets qu'on ferait maintenant en Afrique. Okay. Notamment en Côte d'Ivoire. Okay. Mais c'est aussi d'aider des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Bénin, à venir investir dans des gros projets comme celui que j'ai actuellement à Québec. Donc, c'est vraiment de devenir un pont où est-ce que je suis en mesure de connecter les opportunités avec le capital. OK. Magnifique. Franchement, tu nous as donné une masterclass en termes d'infos, en termes de vision, en termes de projection dans tes projets. Effectivement, tu nous l'as annoncé. Quand tu vas nous expliquer comment ça se passe, on voudra tous investir. Et c'est le cas. Moi, j'ai plusieurs questions. Là, plutôt par rapport à toi. Donc ça, c'est tes projets immobiliers. Pour notre audience, on aime bien savoir un petit peu c'est quoi la vie un peu quotidienne de nos entrepreneurs. Toi, aujourd'hui, tu es entre les 3 continents. C'est quoi ta vie? C'est comment tu travailles? Ouais. C'est quoi ton mindset? C'est quoi tes routines? Et c'est intéressant qu'on en parle, Lionel, parce que tu vois, contrairement à ce qu'on peut penser, l'entrepreneuriat est quelque chose d'extrêmement difficile. Et aujourd'hui, je te parle de toutes ces choses-là, c'est plein de succès, mais ça a aussi été beaucoup de galères. Ça a été beaucoup de difficultés. Et je pense que ces difficultés sont justement là pour te préparer à ces succès. Et une chose que j'ai apprise dans le monde de l'école, on a peur de l'échec. On a peur d'échouer. Vraiment. On a peur de se lancer. Alors qu'en réalité, ceux qui gagnent, en général, ils ont échoué plus que ceux qui n'ont pas gagné. Parce que c'est en essayant que tu te prends des murs. C'est en essayant... Je te parle du nombre de refus que j'ai eu en termes de demande de financement sur ce projet. Aujourd'hui, forcément, on est un peu dans une notion d'un peu de highlight reel où est-ce qu'on voit la partie fun, la partie agréable, mais il y a eu beaucoup de galères derrière. OK. Cependant, je pense que toute personne devrait au moins une fois dans sa vie se lancer en entreprise, lancer un business. Et ce que je vais dire là va en choquer beaucoup, mais le but d'une business n'est même pas de faire de l'argent. En fait, il faut en avoir fait pour comprendre la leçon que je m'apprête à partager là. C'est-à-dire, c'est des leçons qui ne peuvent pas être enseignées. Il faut arriver en haut de la montagne pour comprendre que ce qui est le plus important, ce n'est pas la vue, mais c'est la personne que tu deviens quand tu gravis la montagne, en fait. Mais tellement, c'est le parcours. Et oui, tu sais, on va maîtriser le game, on va faire du cash, on va avoir le lifestyle qu'on veut, mais le plus important, c'est ta capacité à devenir résilient, ta capacité à persévérer quand c'est difficile. Puis, comme tous, hein, on a des moments, hier j'étais extrêmement down, j'ai eu des mauvaises nouvelles, puis je suis allé au gym, j'ai tabassé les pecs et les épaules, ça aide toujours, hein, 2, 3. Toujours. Et puis, la vie continue. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que tous ces problèmes à travers lesquels tu passes, ils sont simplement là pour te préparer à quelque chose de mieux demain. Et si tu me demandes en termes de mindset, ça va être principalement ça. Okay. Moi, il y a execute, comme je te dis, qui est un de mes mots favoris. Puis le deuxième mot, c'est en anglais, c'est grit. C'est juste genre comme un chien, en fait. Ah, tu lâches pas, en fait. Tu lâches pas. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on va tous mourir de la même manière. C'est dans une boîte, en poussière. On partira avec rien du tout. Mais ce qui va rester, c'est les moments qu'on a eus sur Terre en se disant je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai accompli. Je l'ai fait. J'ai joué au football américain à Fontenay-sous-Bois, les Météores. On a eu un match contre je crois que c'était contre...
Je sais pas si c'était les Flashs de la Courneuve, je m'en souviens. Non, c'était les Molosses d'Anières. Ok. En face de moi, j'avais un gars, c'était un 60. Moi, j'étais joué en ligne défensive à l'extérieur. Je devais fermer la boîte. Et on avait le gars en face de moi, c'était un mastodonte. Il devait faire genre 2-3 fois mon poids. Et tout le monde me donnait perdant dans ce match-là face à lui parce qu'il était beaucoup plus physique que moi. Et je me suis dit, je ne peux pas le bouffer avec ma force, mais je peux le bouffer avec ma vitesse. Je l'ai bouffé pendant tout le match. Mais qu'est-ce que ça fait? Lionel, aujourd'hui, quand j'ai une difficulté, je me dis toujours, Uriel, rappelle-toi du numéro 66. Rappelle-toi du numéro 66. Et ça devient un point de référence, en fait. Donc, l'idée, c'est de créer du momentum en créant chaque fois des petites victoires sur lesquelles tu construis. Top. Tu construis. Ce qui fait qu'après, quand tu as des difficultés, tu te dis, écoute, j'ai bouffé le 66. C'est quoi un million qui m'a été refusé par la banque? C'est quoi une offre d'achat qui n'a pas été acceptée? C'est quoi un passage à vide dans une entreprise? C'est juste un événement. Okay. Et il faut juste en tirer des leçons pour avancer. En fait. Ok. Donc, du coup, tous les échecs, finalement, chaque fois, c'est de rebondir et d'avancer. Ok, magnifique. Je parlais à un ami à moi il y a 2 jours, je lui ai dit, puis je crois que j'ai d'ailleurs fait une story là-dessus, sur mon Insta, je lui ai dit, si tu jouais un jeu dans lequel tu ne peux pas perdre, les règles du jeu sont faites de telle sorte que quand tu gagnes, et quand tu perds, tu gagnes quand même. Est-ce que tu jouerais différemment? Est-ce que tu jouerais all-in? Est-ce que tu te donnerais à 200%? Bien sûr. Il m'a répondu que oui. La réalité, la vie, c'est exactement ça, en fait. Exactement. Je te donne un exemple. Demain, je fais une demande de financement j'essaie de lever 10 millions. Je ne les obtiens pas. C'est quoi le pire qui va arriver? Non, on est d'accord. Par contre, si à ça était adossé déjà des choses que tu avais déjà posées et que tu avais mis, entre guillemets, tu avais fait all-in. Ouais, mais, tu vois? Mais même, so what? Ouais. So what? Ouais. Je perds tout. Tu perds du temps, tu perds tout, tu perds Ouais, mais j'aurais appris. Tu auras appris, tu peux refaire. Les connaissances, les compétences que j'ai, je les ai toujours. Ah, tu parles inconvaincu. Hein, mais non, je sais, c'est pour l'audience que je le dis. Ma capacité à structurer un deal, je l'ai toujours. Ouais. Je perds tout demain. Je ne perdrai pas ce que j'ai acquis comme connaissance. Je ne perdrai pas qui je suis, en fait. C'est ma capacité à m'exprimer, ma capacité à convaincre, ma capacité à bouger des foules, ma capacité à driver une team. Je ne l'aurais pas perdu. Bien sûr que ça va me faire... Tu l'auras acquis, par contre. Ouais. Ça va m'embêter de ne pas atteindre un objectif. Puis on se donne les objectifs parce qu'on veut les atteindre. Et on va les atteindre. Mais tous les setbacks, tous les challenges qu'on a en chemin, so what? La plupart des gens n'osent pas se lancer parce que, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Puis là, ils passent ils commencent à réfléchir. Ce que j'aime mettre de l'avant comme élément de mindset, c'est le suivant, c'est de dire, on est 8 milliards sur Terre. Lionel, tu n'es pas important. Uriel, je ne suis pas important. C'est parce qu'on pense qu'on est tellement important que si on fait quelque chose et que ça ne marche pas, que c'est grave. Yo, t'es pas important. Pas important. Like, ça va rien changer à l'échelle du monde que demain, j'obtienne quelque chose ou pas. Donc, pourquoi est-ce que j'en fais toute une histoire? Just do it. Top. Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On arrive à la fin du podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'audience? 2 choses. Pour tous ceux qui seraient en Amérique du Nord, au Canada notamment, et qui veulent en savoir plus sur l'immobilier, notamment tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, cette notion de levier, de dette. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et je vous donnerai accès à un document que j'ai créé qui permet justement de bien comprendre ces notions de financement. Donc, écrivez-moi OPM, O comme Octave, P comme papa, M comme maman. Et puis, mettez Lionel devant. Comme ça, je saurai que c'est ceux qui étaient là qui ont suivi ce podcast. Première chose, donc écrivez-moi sur Instagram. À moi aussi, hein, parce que... Ouais. Écrivez-moi sur Insta. Suivez-moi et écrivez-moi sur Insta. Donc, c'est Uriel Bigot. Ouais. Puis, deuxième chose, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis à Paris. S'il y a des gens qui sont intéressés par investir dans des projets immobiliers d'envergure, avec un contexte fiscal qui est moins complexe que celui de la France et avec des rendements plus intéressants. Vous savez qui contacter. N'hésitez pas à me contacter, puis on pourra passer en revue. On a des projets très intéressants, que ce soit aussi bien au Canada qu'en Afrique. Et comme vous avez pu le comprendre, on a des stratégies de rendement qui sont quand même assez intéressantes. Donc, n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. Grosso modo, c'est ce que je te dis. Merci. Et franchement, masterclass. C'était top. J'ai bu tes paroles parce que pour le coup, autant te dire que le business
en France. Je connais un peu les tenants, les aboutissants. Et là, pour le coup, c'était totale découverte. Merci pour la découverte. Merci pour ta présence. Merci pour l'énergie. Donc, faut suivre le Instagram d'Uriel. Faut pas hésiter, du coup, à liker, abonner, partager la chaîne, parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir des profils comme Uriel. Donc, on va tout vous mettre pour que vous puissiez aussi découvrir son univers. Et puis, surtout, faut partager ce podcast, parce que franchement, là, il y a une vraie pépite qui va sortir. Merci beaucoup, Uriel. Merci pour l'invitation. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Merci beaucoup.